Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence illuminait la pièce? Vous savez, c'était personne qui peut vous attirer sans effort, vous faisant sentir comme la personne la plus importante au monde. En vieillissant, ce type de charme devient non seulement un trait agréable, mais aussi un outil puissant pour créer des connexions profondes et significatives. Je me souviens d'un rassemblement familial, où j'ai observé ma grand-mère naviguer dans les conversations avec grâce et chaleur. Elle avait une capacité unique à faire en sorte que chacun se sente valorisé, des puissances de 10 enfants aux parents éloignés qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Cela m'a frappé de voir comment son charme transformait ces simples moments en souvenirs précieux. Dans un monde où tant d'interactions semblent précipitées et superficielles, maîtriser l'art du charme peut changer la donne, surtout à mesure que nous vieillissons. Dans cette vidéo, je partagerai des habitudes concrètes qui vous aideront à cultiver des connexions authentiques avec ceux qui vous entourent. Ces techniques ne consistent pas seulement à être agréables, elles visent à laisser une impression durable qui résonne longtemps après la fin de la conversation. Rejoignez-moi alors que nous explorons comment enrichir vos interactions sociales, en veillant à ce que chaque personne que vous rencontrez se sente vue, entendue et vraiment spéciale. Embarquons ensemble dans ce voyage. Numéro 1. Utilisez leur nom souvent, mais subtilement. Il y a un pouvoir tacite dans le nom d'une personne. C'est comme un interrupteur dans le cerveau qui s'active instantanément dès que vous l'entendez. Pensez-y, dans une pièce bondée, vous pourriez être perdu dans vos pensées, distrait par une centaine de creux mais si quelqu'un prononce votre nom, c'est comme si tout estompé pendant un instant. C'est la puissance de la reconnaissance. Cela répond au désir humain le plus fondamental d'y être vraiment connu. Mais voici le problème, la plupart des gens abusent de ce pouvoir. Ils pensent que glisser le nom de quelqu'un dans chaque phrase rendra la conversation plus personnelle. Ce n'est pas le cas. En fait, cela peut sembler paresseux ou même manipulateur si c'est fait à outrance. J'ai assisté à des conversations où je me sentais comme si j'ai été flat, comme si la personne lisait juste un manuel sur comment être sympathique. Si c'est plus honnêtement, cela me fait leur faire moins de confiance. Personne n'aime se sentir comme un pion dans le jeu social de quelqu'un. J'ai été autrefois cette personne quelqu'un qui pensait qu'utiliser des noms à chaque phrase était une sorte de hack social magique. Au début de mes efforts de réseautage, j'ai été désireux d'établir des connexions et essayais de me rapprocher des gens, donc je disais constamment leur nom dans la conversation. Et Marc, bon point. Marc, comment penses-tu, si était trop? Cela semblait artificiel parce que c'était artificiel. Je pensais que j'ai été astucieux, mais je ne faisais que me distancer d'une connexion réelle et significative. Un jour, un collègue m'a directement appelé sur cela, et au début, je me suis senti gêné. Mais cela était mon signal d'alarme. J'ai réalisé que je n'engageais pas vraiment les gens, j'ai essayé simplement de les manipuler pour qu'ils lisent mes mains. Le message profond d'ici, les gens ne veulent pas se sentir comme des pions dans votre jeu d'échecs social. Oui, utiliser leur nom peut leur faire sentir qu'ils sont reconnus, mais ce n'est pas seulement une question de nom. C'est une question de quand et comment vous l'utilisez. La subtilité est le véritable art. Glissez leur nom lorsque vous faites un point sérieux, lorsque vous souhaitez souligner quelque chose de personnel ou de significatif. Cela leur signale qu'à ce moment-là, ils sont le centre de votre attention non pas parce que vous devez les faire sentir spéciaux, mais parce que vous choisissez de le faire. Il ne s'agit pas de tromperie, il s'agit de comprendre la nature humaine. Les gens désirent la reconnaissance, mais ils y désirent aussi l'authenticité. Utiliser leur nom trop souvent, trop prévisiblement, est un signe révélateur que vous ne soyez pas réel. Vous voulez établir de vraies connexions. Utilisez leur nom avec parcimonie, mais puissamment. C'est ainsi que vous équilibrerez le respect et le charme. Et voici la partie controversée. Manipuler les émotions des gens ne semble pas toujours mal.
Est-il vraiment si mauvais d'utiliser ces tactiques pour leur faire sentir bien dans leur peau? Nous avons tous nos insécurités, nos moments où nous vous sentons invisibles. Parfois, un peu d'attention supplémentaire commande à votre nom au bon moment est tout ce qu'il faut pour remonter le moral de quelqu'un. Donc oui, je vous suggère d'utiliser cela à votre avantage, mais pas au détriment de l'honnêteté. Faites en sorte que les gens se sentent vous, mais pas parce que cela vous profite. Faites-le parce qu'au fond, tout le monde veut compter. En fin de compte, c'est un équilibre délicat. Le nom n'est qu'un outil, mais la façon dont vous l'utilisez détermine si vous êtes manipulateur ou authentique, et les gens peuvent sentir la différence. Alors utilisez leur nom souvent pour leur rappeler qu'ils comptent, mais subtilement pour que cela ne ressemble jamais à une simple routine. Le charme consiste à faire en sorte que les gens se sentent importants, mais le truc est de les faire croire qu'ils se sentent réellement pour vous pas seulement à ce moment-là, mais dans une perspective plus large. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à passer à l'action, veuillez commenter 9. Si ce n'est pas le cas, commentez 0. Vous tous comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Numéro 2. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Écouter est l'une des compétences les plus sous-estimées dans les arts du charme. Pourtant c'est la base pour faire sentir aux gens qu'ils sont vraiment spéciaux. Le problème, la plupart d'entre nous n'écoutent pas vraiment, nous attendons notre tour pour parler. Nous sommes tellement occupés à préparer notre prochaine réponse brillante que nous ratons la chance d'entendre réellement ce que quelqu'un dit. Et c'est le moyen le plus rapide de faire sentir à quelqu'un qu'il est invisible. Voici une véritable controversie, si vous n'écoutez pas pour comprendre, vous perdez votre temps. J'ai moi-même m'étais coupable de cela, assis dans des conversations, hochant la tête, faisant semblant d'être engagé, mais préparant intérieurement mon prochain point. Et devinez quoi? Les gens le ressentent. Ils savent quand vous attendez juste votre tour pour parler. Cela ne les fait pas se sentir valorisés, cela les fait se sentir utilisés. Ce n'est pas du charme, c'est de l'égoïsme. Mais lorsque vous écoutez pour comprendre vraiment, non seulement vous montrez du respect à cette personne, mais vous construisez également une connexion qui est plus profonde que les bavardages en surface. Vous leur donnez l'espace pour être entendus sans la pression d'un débat à rebondissement. Je me souviens d'un moment où je parlais avec un collègue qui traversait clairement une période difficile. Mon instinct naturel était d'intervenir et d'y offrir des conseils, de résoudre leurs problèmes. Mais à la place, je me suis arrêté et j'ai simplement écouté, pas d'interdictions, pas de conseils, juste une attention pure. Et vous savez quoi? Ils se sont ouverts encore plus parce qu'ils se sentaient en sécurité. À la fin de la conversation, ils m'ont dit, je n'ai jamais été aussi écoute. Si était à ce moment-là que j'ai réalisé, parfois, la meilleure chose à faire est simplement d'écouter. Voici le message plus profond, dans un monde rempli de bruit, écouter sincèrement est un don rare. Les gens ne veulent pas de conseils ou d'opinions constantes, ils veulent de la compréhension. Ils veulent sentir que quelqu'un les comprenne et lorsque vous pouvez offrir ce don, vous vous démarquez instantanément comme quelqu'un qui se soucie d'eux. C'est car le véritable charme. Alors, arrêtez d'écouter juste pour répondre, écoutez pour comprendre. C'est ainsi que vous faites en sorte que les gens se sentent vraiment vus et revalorisés. Et c'est là que se produit la vraie magie de la connexion. Numéro 3. Terminez les conversations en premier, mais sur une note positive. Mettre fin à une conversation est un art, et c'est souvent mal compris. Voici un petit secret, les personnes les plus charmantes ne se contentent pas de participer aux conversations, elles maîtrisent le timing de leur départ. J'ai appris cela par essai et erreurs, souvent de la manière difficile. J'avais l'habitude de rester dans des conversations longtemps après qu'elles aient atteint leur apogée, pensant que rester était un signe de dévouement ou d'intérêt. Mais voici le hic, rester trop longtemps peut en réalité diluer l'impact de votre présence.
Dans un cas mémorable, j'étais à un événement de réseautage, essayant d'établir des connexions. Je me suis retrouvé dans une conversation avec une figure éminente de l'industrie. Tout se passait bien. Et j'étais engageant en faisant des remarques spirituelles, et je me sentais comme si je touchais toutes les bonnes clés. Mais je ne savais pas quand partir. Je suis resté jusqu'à ce que la conversation ait atteint son terme, et à la fin, cela ressemblait plus à une performance prolongée qu'à un dialogue engageant. Le résultat, j'ai laissé une impression durable, mais pas celle que je voulais. La personne avec qui j'ai parlé était polie, mais je pouvais sentir que j'avais dépassé les bornes. La vraie leçon ici est de comprendre le pouvoir d'un départ parfaitement chronométré. Terminer une conversation en premier, mais sur une note positive, laisse aux gens un sentiment persistant de satisfaction et un désir de plus. C'est comme sortir d'un grand film juste avant le générique, laissant le public vouloir une suite. Cette tactique ne consiste pas à être impoli ou désintéressé, c'est une question de maximiser l'impact de votre présence. Voici un avis controverse. La plupart des gens ne savent pas comment créer une conversation gracieusement parce qu'ils sont trop préoccupés par l'idée de ne pas paraître impoli. Mais être soucieux des manières peut en réalité être plus dommageable que de faire un départ rapide et percutant. Lorsque vous quittez une conversation alors qu'elle est encore agréable, vous ne vous contentez pas d'éviter de rester trop longtemps. Vous vous assurez également que votre départ semble être une conclusion naturelle plutôt qu'une faille forcée. Par exemple, j'ai eu des collègues qui insistaient pour rester après les réunions ou les événements sociaux, essayant de maintenir la conversation vivante longtemps après que l'énergie se soit estampée. C'était comme s'ils avaient peur de partir, comme si le faire signifierait qu'il manquerait quelque chose. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'en restant, ils finissaient souvent par diminuer leur propre attrait. Ce calme réside dans la capacité de sentir quand la conversation a atteint son apogée et ensuite de partir pendant que tout le monde se sent encore bien par rapport à l'interaction. Terminer une conversation en premier peut sembler un peu comme jouer à un jeu, et cela peut être un peu manipulateur. Ce n'est pas une question de tromperie, c'est une question de contrôler la dynamique pour s'assurer que votre départ soit mémorable. La note positive sur laquelle vous partez est un choix délibéré. C'est une impression finale qui reste avec les gens longtemps après votre départ. C'est la différence entre quitter une fête ou lorsqu'il est encore ennemi, être le dernier sur place, faisant des petites discussions gênantes alors que tout le monde a déjà passé à autre chose. Alors, adoptez l'art du départ bien chronométré. Faites votre sortie lorsque la conversation est encore fraîche, intéressante et agréable. C'est un mouvement de calcul qui en dit long sur vos compétences sociales et votre conscience de soi. Les gens se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir, pas seulement du contenu de la conversation. Et si vous pouvez les laisser avec une impression positive et persistante, vous découvrirez que votre charme n'est pas seulement un effet momentané, c'est quelque chose qui les fait penser à vous longtemps après que vous ayez quitté la piste. Numéro 4. Souvenez-vous des petits détails. Se souvenir des petits détails est comme de tenir les clés du coffre émotionnel de quelqu'un. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de faire en sorte que les gens se sentent vraiment valorisés. Mais voici où la plupart des gens se trompent et se concentrent sur les grandes choses, pensant que se souvenir de l'anniversaire de quelqu'un ou de son titre de poste est suffisant. Ce n'est pas le cas. Le véritable charme réside dans les minutises, dans ces petits fragments de conversation que la plupart des gens négligent. J'ai appris cela à mes dépenses. Au début, j'ai été coupable de négliger les petits détails. Je me souvenais des choses importantes, comme les noms ou les grandes étapes, mais j'oubliais ces détails mineurs, apparents insignifiants comme le fait que quelqu'un mentionnait qu'il avait du mal à trouver un nouveau habit ou qu'il préférait un certain type de deux. Et vous savez quoi? Cela se voyait, mes conversations étaient superficielles, mes connexions semblaient vides. Et j'étais amical, certes, mais pas mémorable. Un jour, un ami proche a mentionné de manière informelle qu'il essayait d'y apprendre la guitare
quelque chose qu'il n'avait vraiment dit à personne d'autre. Des semaines plus tard, j'ai demandé comment ça se passe avec la guitare. Leur réaction était inestimable. Ils étaient vraiment surpris que je me souvienne de quelque chose qu'ils pensaient trivial. C'est là que j'ai compris ce que vous vous souvenez indique aux gens ce que vous valorisez chez eux. Et lorsque vous valorisez les petits détails, les gens se sentent vraiment vus. Cela montre que vous n'écoutez pas seulement, vous investissez en eux. Mais voici la véritable controversie, se souvenir des petits détails est une forme de contrôle subtil. Lorsque vous vous rappelez de ces fragments minuscules, vous dites aux gens que vous prêtez attention de manière que d'autres ne le font pas. C'est comme si vous leur offriez un aperçu de votre concentration, les faisant se sentir importants sans le dire directement. Si est un moyen puissant et discret de construire la confiance et le rapport, et oui, c'est manipulateur. Ne vous méprenez pas, cela peut être utilisé pour charmer les gens, pour les faire se sentir spéciaux, même si votre intention est simplement d'obtenir quelque chose d'eux plus tard. Le fait est que fonctionne. Soyons honnêtes, les gens désirent de ce genre d'attention. Dans un monde où tout le monde est trop occupé à regarder son téléphone, ou à penser à soi-même, se souvenir des petits détails de la vie de quelqu'un, un autre est un cadeau rare et précieux. C'est quelque chose que les gens ne réalisent même pas qu'ils ont besoin jusqu'à ce qu'ils le vivent. La vérité est que lorsque quelqu'un a l'impression que vous avez remarqué ces petites choses, il commence à s'ouvrir à vous de manière qu'il ne le ferait pas avec les autres. Vous devenez la personne qui les comprend, celle à qui ils peuvent faire confiance pour des choses que les autres ignorent. Par exemple, j'ai travaillé avec une collègue qui a mentionné de manière informelle son type de chocolat préféré lors d'une conversation. Je l'ai enregistré mentalement et je n'ai pas pensé beaucoup à l'époque. 2 mois plus tard, j'ai eu l'occasion d'en parler lorsque j'ai acheté des cadeaux pour l'équipe. Je lui ai offert ce chocolat spécifique et elle était ébahie non pas parce que c'était cher ou extravagant, mais parce que je me souvenais. Ce petit geste a changé la dynamique entre nous. Elle s'est ouverte davantage et notre relation de travail est devenue beaucoup plus détendue et productive. Ce n'était pas à propos du chocolat, si était la reconnaissance qu'elle comptait assez pour que je me souvienne de quelque chose d'aussi trivial. Le message plus profond d'ici, les petits détails que vous vous rappelez ont un effet d'entraînement massif. Les gens sont constamment bombardés de connexions superficielles. Tout le monde est presse, survolant les conversations, traitant les interactions comme des listes de contrôle. Lorsque vous vous arrêtez et rappelez quelque chose de spécifique, quelque chose apparemment insignifiant, c'est là leur dit que vous valorisez les moments que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement charmant, c'est transformateur. Vous passez d'une simple connaissance à quelqu'un à qui semble fiable, quelqu'un à qui se soucie. Et le meilleur, cela ne demande pas beaucoup d'efforts, il suffit de prêter attention, de prendre une note mentale lorsque quelqu'un mentionne quelque chose de petit, car pour lui, ce n'est jamais vraiment petit. Et soyons réalistes, cette approche vous donne également un avantage dans les environnements sociaux et professionnels. Être la personne qui se souvient des détails vous distingue. C'est un monde compétitif et les gens gravitent vers ceux qui les font se sentir valorisés de manière que d'autres ne l'ont pas. Donc oui, se souvenir des petits détails peut vous rendre plus sympathique et influent, mais ne confondez pas avec le fait d'y être simplement gentil. C'est un mouvement stratégique qui peut rapporter dans les domaines personnels et professionnels. Au bout du compte, il ne s'agit pas de faire semblant d'y être parfait, il s'agit d'y être présent. Les petits détails peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de construire des consciences durables. Et les gens se souviendront toujours de la façon dont vous les avez fait se sentir longtemps après avoir oublié les mots exacts que vous avez dits. Numéro 5. Soyez vulnérable de manière calculée. La vulnérabilité est une arme à double tranchant. Entre de bonnes mains, elle est puissante. Vous ouvrir peut créer des connexions profondes et vous rendre réel, accessible et même charismatique. Mais voici le retournement, le véritable charme ne vient pas de l'ouverture de son cœur sans discernement.
Il provient du partage d'une vulnérabilité juste suffisante pour être relatable sans perdre le contrôle de la situation. C'est un équilibre calcul et oui, cela peut être très manipulatif. Soyons honnêtes, les gens adorent la vulnérabilité. C'est ce qui brise les murs et c'est vous Shimounaz. Mais si vous pensez qu'être ouvert signifie dévoiler votre âme, chaque fois que quelqu'un demande comment vous allez, vous jouez un jeu perdu d'avance. J'ai déjà été là. Je pensais que plus je me j'utilise mes luttes, plus les gens me feraient confiance et se sentiraient connectés à moi. Je racontais des histoires de défis personnels, mes erreurs, mes échecs, pensant que cela approfondirait mes relations. Et pendant un certain temps, cela fonctionne jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que la vulnérabilité incontrôlée peut se retourner contre vous. Lorsque vous partagez trop de choses trop toutes, cela peut vous faire paraître faible, désespéré d'attention ou même manipulateur de manière négative. Les gens commencent à se demander pourquoi vous êtes si désireux d'exposer vos dystopes. Cherchez-vous de la sympathie? Essayez-vous d'obtenir une validation? Ou pire, partagez-vous trop parce que vous n'avez pas de limite? C'est alors que j'ai réalisé être vulnérable ne signifie pas être tellement transparent, mais plutôt avoir une transparence stratégique. Voici un exemple personnel. J'ai été une fois dans une réunion où les tensions étaient élevées, et je pouvais dire que mes collègues cherchaient une raison de se désengager. Au lieu d'essayer de traverser la conversation avec bravade, j'ai partagé une histoire sur un moment où j'avais commis une erreur coûteuse au travail. Mais je ne l'ai pas juste balancé. Je l'ai encadré de manière à montrer que j'avais appris de cette expérience et que cela était devenu une force. En partageant juste assez de vulnérabilité, je me suis humanisé sans perdre mon autorité. Et l'atmosphère a immédiatement changé. Les gens ont commencé à s'ouvrir, à partager leurs propres préoccupations et erreurs. Tout à coup, je n'étais pas juste une autre figure dans la pièce, j'ai été quelqu'un avec qui ils pouvaient s'identifier, quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. La vérité controversée, être vulnérable de manière calculée est une tactique. Vous ne partagez pas seulement pour vous connecter, vous partagez pour contrôler le récit. En révélant quelque chose de personnel, vous créez un sentiment de confiance et d'intimité. Mais voici la clé, vous ne révélez que ce que vous voulez qu'ils voient. C'est comme montrer vos cartes au poker. Vous ne mettez jamais ça sur la table, juste assez pour les garder intrigue. Cela ne signifie pas que vous êtes faux, cela signifie que vous êtes sélectif. Vous choisissez les aspects de votre vulnérabilité qui vous bénéficieront sans donner aux gens accès à des parties de vous qu'ils n'ont pas le droit de connaître. Ce type de vulnérabilité calculée peut également être utilisé dans les relations personnelles. Pensez à ces moments où quelqu'un partage quelque chose de profondément personnel avec vous sans préavis, cela peut être déroutant, voire inconfortable. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui partage un peu de ses luttes après que vous ayez déjà établi un rapport. La différence réside dans le timing et l'intention. Un semble force et l'autre semble naturel. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de façonner la manière dont vous vous présentez. Voici le message profond, la vulnérabilité est un outil puissant, mais elle n'est efficace que si vous êtes capable de la contrôler. Vous n'avez pas à vous ouvrir à tout le monde sur vos peurs et insécurités plus profondes pour créer une connexion. En fait, faire cela trop souvent peut dévaluer ce que vous essayez de construire. Le véritable charme vient du fait d'y être sélectif avec votre vulnérabilité, de la partager au bon moment avec les bonnes personnes de la bonne manière. Et oui, c'est controverse. Les gens croient souvent que la vulnérabilité consiste à être complètement fait, mais la vérité est que l'ouverture complète n'est pas toujours stratégique. Cela peut vous laisser exposer et dans le mauvais contexte, cela peut jouer contre vous. Les personnes les plus charismatiques savent être vulnérables d'une manière qui attire les gens sans jamais perdre leur maîtrise de soi. Elles contrôlent combien d'elles-mêmes elles révèlent, et ce faisant, elles maintiennent leur charme tout en établissant des connexions plus profondes et plus significatives.
Au final, la vulnérabilité n'est pas seulement une question d'honnêteté, il s'agit d'honnêteté calculée. Il s'agit de montrer aux gens suffisamment de vous-même pour les faire se sentir connectés tout en gardant le contrôle de l'histoire que vous racontez. Lorsqu'elle est bien réelle ici, cet équilibre vous rend inoubliable, car les gens verront conférentes critiques comme les connectés qu'on est connaisseur et n'a pas peur de l'exercer. Numéro 6. Posez des questions profondes, mais n'y répondez pas. Poser des questions profondes est l'une des compétences les plus sous-estimées en matière de création de liens. Mais voici le retournement, il ne s'agit pas de répondre à ces questions. Il s'agit de faire en sorte que les autres personnes se sentent au centre de l'attention, de lui donner l'espace pour s'ouvrir et partager son monde intérieur tout en restant un peu plus énigmatique. Et c'est là, mes amis, que réside le véritable charme. Décomposons cela. Lorsque vous posez une question profonde à quelqu'un, quelque chose de plus significatif que le banal comment va le travail, ou quoi de neuf, vous l'invitez à partager quelque chose qui va au-delà de la surface. Vous dites essentiellement, je suis intéressé par qui vous êtes vraiment, pas seulement par ce que vous montrez au monde. Mais voici où cela devient délicat, les gens ont tendance à penser que les questions profondes doivent être trop mutuelles. Vous posez une question y répondant, puis vous répondez. C'est là que la plupart des gens se trompent. Répondre aux mêmes questions vous-même détourne l'attention d'eux et diminue l'effet de votre curiosité. Il y a des années, j'étais à un dîner avec un groupe de collègues et la conversation commençait à traîner. Les gens échangeaient des banalités et l'énergie semblait stagnante. J'ai donc décidé de secouer les choses. Je me suis tourné vers l'un de mes collègues et lui ai demandé « Quel est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez été trop effrayé d'essayer ?» Et l'ambiance a immédiatement changé. Soudain, cette personne a commencé à partager un rêve qui avait gardé cache pendant des années quelque chose à propos de voyager seul à travers l'Europe. La piste serait tue et toute l'attention était sur elle. Elle rayonnait de l'excitation de partager quelque chose de profondément personnel. Lorsqu'elle a terminé, elle s'est tournée vers moi et demandé « Et vous ?» J'aurais pu profiter de ce moment pour plonger dans ma propre histoire, pour partager quelque chose d'aussi vulnérable, mais au lieu de cela, j'ai détourné la conversation de manière charmante. J'ai souri et dit « Oh, nous viendrons à moi, mais je veux en savoir plus sur les gens lesquels vous n'êtes pas encore partis en voyage. » Et ainsi, l'attention est restée sur elle, et elle a continué à parler. Je suis devenu la personne qui se souciait suffisamment pour poser des questions, mais assez mystérieux pour garder mes propres communs près de ma poitrine. À la fin de la nuit, les gens me disaient à quel point la conversation était géniale, même si je n'avais à peine rien partage de personnel. Le secret, j'ai fait en sorte que cela soit à leur sujet. Numéro 7. Voici la partie controversée, le charme ne réside pas seulement dans l'ouverture ou le partage de son âme. Parfois les personnes les plus captivantes sont celles qui restent un peu mystérieuses, qui créent de l'espace pour que les autres brillent sans dévoiler trop d'elles-mêmes. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, surtout lorsqu'ils ont l'impression que la personne à qui ils parlent s'intéresse vraiment. Poser des questions profondes les mettre sous les projecteurs, mais ne pas y répondre vous permet de garder le contrôle de la conversation. Vous êtes le chef du orchestre de la symphonie, dirigeant l'attention là où vous le souhaitez. Je ne dis pas que vous devez être évasif ou secret tout le temps. C'est une question d'équilibre. Vous souhaitez engager les gens dans des conversations significatives, mais vous ne voulez pas trop en dévoiler ou les éclipser. Si vous révélez trop sur vous-même, vous perdez cette aura d'intrigue. Être légèrement énigmatique rend les gens curieux, et la curiosité est la base de l'attraction, que ce soit dans des situations sociales ou professionnelles. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. J'ai une fois eu un collègue qui était incroyablement charmante, mais de manière très subtile. Il posait toujours des questions provocantes telles que « Quelle est la chose que vous souhaiteriez que les gens comprennent mieux à votre sujet ?»
Ou si vous pouviez revivre un moment de votre vie, lesquels seraient-ce? Il faisait parler tout le monde, partageant ses ouvrantes, mais il ne répondait presque jamais à ces questions lui-même. Au début, je trouvais cela étrange, mais avec le temps j'ai réalisé que c'était intentionnel. Il n'était pas distant, il était stratégique. Les gens voulaient être autour de lui parce qu'ils se sentaient compris, même s'ils ne savaient que peu de choses sur lui. Son charme venait de sa capacité à garder l'attention sur les autres tout en maintenant une aura de mystère. Le message plus profond ici est que poser des questions profondes montre que vous n'êtes pas intéressé par des interactions superficielles. Cela montre que vous êtes investi dans la compréhension véritable de quelqu'un. Mais ne pas répondre aux mêmes questions garde la dynamique unidirectionnelle d'une manière qui joue en votre faveur. Vous restez l'auditeur curieux et attention, la personne qui fait sentir aux autres qu'ils sont spéciaux, sans jamais révéler trop de votre propre vulnérabilité. Cela crée une attraction magnétique. Les gens veulent en savoir plus sur vous, mais vous ne leur donnez pas tout un coup. C'est cet équilibre délicat entre ouverture et retenue qui vous rend mémorable. Et voici où cela devient encore plus controversé. Retenir des réponses ne signifie pas être malhonnête, cela signifie guérir la perception. Lorsque vous posez des questions profondes, mais que vous n'y répondez pas vous-même, vous contrôlez le rythme et le ton de la conversation. Vous dirigez l'énergie émotionnelle vers eux, leur permettant de se sentir importants et valorisés. C'est un mouvement de calcul qui montre que vous ne vous engagez pas simplement de manière décontractée. Vous connaissez une interaction qui les fait réfléchir à vous longtemps après la fin de la conversation. En fin de compte, le charme n'est pas une question d'y être un livre ouvert. C'est être un livre que les gens veulent continuer à lire, même s'ils ne peuvent jeter un coup d'œil qu'à quelques pages à la fois. Alors posez ces questions profondes, faites parler les gens, faites-les se sentir vus, mais gardez vos réponses pour vous. Car parfois, la chose la plus intrigante que vous puissiez faire est de laisser un peu de mystère flotter dans l'air. C'est ainsi que vous faites en sorte que les gens se sentent spéciaux autour de vous, tout en les gardant désireux d'en savoir plus. Au bout du compte, le charme ne consiste pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas ou à être apprécié de tous. C'est maîtriser l'art subtil de faire sentir aux gens qu'ils sont spéciaux, sans se perdre dans le processus. La clé est l'équilibre. Montrez de la vulnérabilité, mais gardez un peu de mystère. Posez des questions profondes, mais ne répondez pas toujours. Le charme consiste à faire en sorte que les autres se sentent importants tout en préservant votre propre respect de soi et vos limites. La vérité, c'est que le vrai charme ne réside pas seulement dans le fait d'être agréable, il s'agit de laisser une impression durable en sachant se retenir et laisser les autres briller. Bonus est l'art de la communication, établir des connexions significatives à un âge avance. À mesure que nous vieillissons, la communication prend un nouveau sens. Les conversations informelles de notre jeunesse évoluent et l'importance de se connecter véritablement avec les autres devient primordiale. À l'âge avance, beaucoup trouvent que les relations deviennent davantage une question de qualité que de quantité. L'art de la communication ne consiste plus seulement à parler, il s'agit d'établir des connexions significatives qui enrichissent nos vies et apportent une satisfaction émotionnelle. En fait, maîtriser cet art peut avoir un impact profond sur notre santé mentale et notre bien-être général. Un des aspects clés de l'établissement de ces connexions significatives à un âge avancé est d'y apprendre à écouter profondément. Écouter ne signifie pas simplement entendre ce que quelqu'un dit, il s'agit d'être pleinement présent dans la conversation, permettant à l'autre personne de se sentir comprise et valorisée. Pour les personnes âgées, ce type d'écoute intentionnelle peut faire une énorme différence. Cela montre aux autres que vous n'êtes pas seulement intéressé par ce qu'ils ont à dire, mais que vous vous souciez vraiment de leurs expériences, de leurs sentiments et de leurs perspectives. Cette forme d'empathie renforce les liens et favorise un sentiment d'appartenance, ce qui est essentiel à une phase de la vie qui peut parfois sembler isolante.
En plus d'y écouter, poser des questions réfléchies devient un outil puissant pour cultiver des connexions plus profondes. Plutôt que de s'en tenir à des questions superficielles comme comment ça va ou quoi de neuf, qui mènent souvent à des réponses imprévisibles et superficielles, et envisager de poser des questions qui invitent les autres à partager des perspectives plus significatives. Par exemple, des questions comme quelle a été l'expérience la plus gratifiante de votre vie? Puis est-ce que vous avez appris que vous auriez aimé savoir quand vous étiez plus jeune? Ces types de questions encouragent la réflexion et peuvent mener à des conversations plus profondes qui favorisent des liens émotionnels plus forts. Il y a une autre dimension à la communication efficace qui devient particulièrement importante à un âge avancé, savoir quand parler et quand rester silencieux. Bien que partage des histoires, des pensées et des conseils puisse être précieux, il y a aussi de la sagesse à reconnaître que parfois, la connexion la plus significative provient simplement de la présence, sans remplir l'espace de mots. Le silence, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut être réconfortant et apporte un sentiment de paix. Il permet aux deux parties de réfléchir et de digérer ce qui a été partagé sans ressentir la pression de répondre immédiatement. Dans des moments de conversation profonde, une pause peut être tout aussi puissante que le dialogue lui-même. Maintenir un esprit ouvert est également crucial pour établir ces connexions. En vieillissant, il est facile de tomber dans le piège de figer dans ses habitudes et ses perspectives. Cependant, rester curieux et ouvert à l'apprentissage des autres, en particulier des jeunes générations, pour rendre les conversations dynamiques et engageantes. Être ouvert à de nouvelles idées et points de vue peut non seulement enrichir notre propre compréhension du monde, mais aussi renforcer les relations en montrant que nous valorisons les contributions des autres, quel que soit leur âge ou leur origine. De plus, la communication à un âge avancé ne se limite pas aux échanges verbaux. Les signaux non-verbaux tels que le contact visuel, un sourire chaleureux ou un toucher doux tout souvent des volumes. Ces gestes transmettent de l'affection, du soutien et un sentiment de proximité que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. Dans de nombreux cas, les personnes âgées peuvent constater que leur communication non-verbale devient encore plus impactante, car la présence physique et les moments partagés portent un poids émotionnel plus grand dans les années suivantes. Enfin, un aspect crucial de la communication chez les personnes âgées est d'apprendre à équilibrer vulnérabilité et limites. Ouvrir et partager des histoires personnelles ou des émotions peut approfondir les connexions, mais il est tout aussi important de maintenir un sens de la maîtrise de soi. Être sélectif quant à ce que vous partagez et avec qui garantit que vous protégez votre bien-être émotionnel tout en favorisant l'intimité dans les relations. Cet équilibre permet d'établir des connexions significatives et de confiance sans se sentir trop exposé ou dépendant des autres pour la validation. En conclusion, l'art de la communication chez les personnes âgées va au-delà de la simple conversation. Il s'agit de créer un espace pour que les autres partagent et écoutent avec empathie et désencouragent dans un dialogue réfléchi qui renforce les liens émotionnels. Il s'agit d'y être ouvert à de nouvelles perspectives, d'utiliser le silence comme un outil et de tirer parti des signaux non-verbaux pour approfondir les connexions. Surtout, il s'agit de maintenir un équilibre entre vulnérabilité et soins personnels, garantissant que les rencontres restent à la fois significatives et mutuellement enrichissantes. Au final, le charme ne consiste pas seulement à séduire les gens, il s'agit de favoriser de véritables connexions qui enrichissent à la fois votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Alors que nous naviguons dans les complexités des relations, surtout dans nos années dorées, rappelez-vous que votre capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont spéciaux est un don qui peut transformer des moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. En pratiquant ces habitudes charmantes, vous ne faites pas seulement évoluer vos compétences sociales, vous construisez également un héritage de chaleur et de gentillesse qui sera mémorisé longtemps après la fin de la conversation. Que vous soyez à un rassemblement familial,
à un événement communautaire ou simplement en train de discuter avec un voisin, adoptez le pouvoir du charme pour créer des connexions plus profondes. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous encourage à essayer ces techniques dans vos interactions quotidiennes et à constater l'impact profond qu'elles peuvent avoir. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous que l'habitude charmante et vous impatient d'y appliquer. Ensemble, rendons nos communautés plus chaleureuses, une connexion sincère à la fois.